Salut, ça me fait plaisir de vous accueillir pour le premier épisode du Motomag de Yann Aventure directement de l'Expo Moto de Québec. Aujourd'hui, on parle de santé. Eh oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour être des meilleurs motocyclistes en lien avec notre santé? Ensuite, on a une chronique littéraire, on découvre un livre québécois vraiment intéressant. On parle d'un banc Confort Plus pour une indienne et on termine ça dans le garage. Alors, suivez-moi. Alors, c'est quoi Yann Aventure? Ben avant tout, c'est un garage dans lequel il y a un foutu bordel et dans lequel passent en fait des motos. Et puis, ça me fait plaisir de mettre des heures à en parler en fait et à préparer ces petites vidéos-là. Je suis pas un professionnel, je gagne pas ma vie sur YouTube, je suis pas mécanicien, je suis pas garagiste non plus. En fait, mon savoir est la somme des essais et erreurs que j'ai fait au courant des années à essayer de réparer moi-même les trucs et de les entretenir. Donc, j'ai pas la prétention d'avoir des solutions miracles à quoi que ce soit. Je fais juste partager cette passion-là avec vous autres. Et puis, ma paye, en fait, c'est de répondre à vos commentaires, c'est de créer des liens. J'aime quand je vais me balader et que je rencontre des gens qui me disent « Ah ouais, j'ai bien aimé telle capsule, ça, c'est ma paye. Donc, voilà. Donc, Yann Aventure, c'est tout simplement le besoin de créer des liens puis de parler de moto avec d'autres tripeux de moto aussi. Et j'espère que vous allez aimer ça. Premier épisode. Mettez vos souliers de marche. Amenez-vous de la bonne musique. On s'en va prendre soin de sa santé pour être des meilleurs motocyclistes. Hey, qu'est-ce qu'on a de commun, nous autres, les motocyclistes? Pas compliqué. On a tout mal à quelque part après une couple d'heures à rouler et c'est normal. Alors, l'état physique général est vraiment important, pas juste pour une question de sécurité, mais pour une question d'agrément de conduite aussi. Donc, je vous propose par cette capsule-là deux éléments intéressants à regarder. La première, la marche, qui est hyper payante pour tout simplement allumer le corps avant une balade, et la marche en forêt aussi. La marche en forêt a l'avantage d'être en dénivelé, donc au niveau cardiovasculaire, il y a des avantages évidents. Donc, la marche en forêt, les amis, c'est vraiment cool, puis c'est vraiment payant. D'habitude, je vise à peu près 45 minutes, 1 heure de cardio comme ça en forêt. Pour moi, ça m'aide beaucoup, entre autres à ma tête, évidemment. Après ça, c'est plus facile de me concentrer. Donc, si j'ai de la route à faire, ça avantage le motocycliste en moi. À cette heure, on va aller voir le gym avec mon ami Denis Chassé. Content de te rencontrer encore une fois. Denis, c'est mon entraîneur et mon ami. Je préfère ami et entraîneur. Dans ce cadre-là, okay. Là, pour ceux qui me verraient pour la première fois cette forme-là, à l'image, je ne suis pas le Père Noël recyclé. Je suis un vieil entraîneur qui travaille au centre multisport de Rimouski. Alors, ce que je fais, moi, c'est de la préparation physique pour différents sports et aussi de la mise en forme générale pour une clientèle de tout niveau de conditions physiques, des débutants jusqu'aux vétérans aguerris. Alors, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est dans le cadre d'une capsule santé. C'est un document de travail pour préparer les gens à faire de la moto. Denis est un être humain très humble, probablement un des plus humbles de la planète. Il a été
professeur en littérature. Il a été entraîneur pour des équipes féminines au niveau olympique. Il a été 12 fois champion canadien de soulevé de terre, de deadlift, et c'est une source intarissable d'informations en musique. On s'est connus dans les années 90, au moment où j'étais musicien de tournée et que j'accompagnais des artistes connus. Il a été notre bodyguard pendant un trait de tournée dans le Bas-Saint-Laurent. C'est quand même assez drôle. Alors, on parle de préparation spécifique avant activité. Donc, on parle d'étirement dynamique. Pour faire une distinction fondamentale, avant effort, avant activité, on ne fait pas d'étirement statique. Okay. Souvent, vous allez voir des joggeurs qui s'étirent avant d'aller courir. C'est pas la meilleure idée possible. Okay. Il est préférable pour se réchauffer, pour faire du jogging, de commencer par trottiner tout simplement. OK, ah ouais. Hein? Alors, plutôt que faire des étirements statiques, on fait des mouvements dynamiques pour les différents groupes musculaires et articulations qui sont concernés par ce qu'on va faire. Yeah. Et les étirements statiques, on garde ça pour la fin. Donc, après activité, après effort, comme méthode de relaxation et de détente. Ça fait du sens. Alors, première partie, préparation dynamique, c'est très court. Il y a une séquence de base qui comprend 4 mouvements. Il n'y a rien qui vous empêche de faire plus long que la séquence en ajoutant des répétitions ou de la reprendre 2 ou 3 fois. Okay. Mais autant que possible, la séquence est très courte, donc essayez pas de la raccourcir encore plus. Ouais, je comprends, c'est minimum. Si vous n'avez pas ça, si vous avez l'impression que vous êtes en train de perdre votre temps. Ouais, je comprends. Alors, première partie étirée, tout le haut du corps, avec des mouvements de rotation, puis mes genoux. Donc, tout le corps au complet participe au travail et on essaie de faire ça une quinzaine de répétitions de chaque côté. Et donc, on prépare le corps en général et surtout la colonne vertébrale pour des rotations, pour détendre et relaxer. Oui. Ensuite, on a un mouvement plus spécifique. Là, vous allez me regarder faire ça, vous allez vous dire, hein? La fonction spécifique de ce mouvement-là, c'est pour la coiffe des rotateurs, traduit en français compréhensible pour le commun des mortels, pour la position d'arrière d'épaule. OK. Parce que quand vous roulez, vous avez les mains hautes longtemps, ça va fatiguer. Oui, c'est clair. Donc, vous vous placez à angle droit, comme ça, et vous faites des rotations vers l'arrière sans donner de coup. Okay. Donc, on travaille votre dos, on travaille vos épaules et on travaille surtout la posture de l'épaule en position prolongée pendant votre randonnée. Alors, on fait quelque part entre 10 et 15 répétitions de ce mouvement-là. Super, ça. Il y a une autre variante qu'on peut faire pour le même résultat. On amène les mains en avant et on tourne les bras vers l'extérieur, toujours les coudes pliés à 90 degrés. Oui, puis c'est pas compliqué, mais il faut bien le faire. Ça ne demande pas d'équipement, il faut le faire à un rythme normal. On n'essaie pas de brusquer la routine. Oui, je comprends. Après ça, vous avez un mouvement plus axé sur les hanches, sur les jambes. C'est pas une préparation pour les grands valets canadiens, là. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire à très grande amplitude. OK, je comprends. Même si le mouvement est réduit en distance, ça va être efficace. Quand vous avez fait une courbe de répétition, vous avez le goût d'essayer d'aller plus loin, vous pouvez le faire. Mais commencez pas en pleine amplitude dès le départ. Oui. Puis faites pas de mouvement brusque. Alors, on trouve un point pour s'appuyer, un mur, un poteau, peu importe, et on balance la jambe intérieur-extérieur ou extérieur-intérieur. On fait entre 10 et 15 répétitions de chaque côté pour préparer les hanches, les aines et aussi le bas de dos et le fessier. Ah oui, les hanches, moi, c'est Après bon. ça, l'autre côté, le même mouvement exactement. Si l'amplitude n'est pas exactement semblable des deux côtés à cause de votre historique médical ou des accidents, c'est pas important. OK. Faites ce que vous êtes capable de faire en termes de distance, puis ça va faire le travail. Super. OK. Dernier, je les connais, ouais, c'est bon. Dernier mouvement, qui est la synthèse, qui est la préparation physique, surtout pour votre bas du dos, mais aussi pour le haut du corps. Les pieds un peu plus larges que les hanches, les orteils un peu ouverts vers l'extérieur.
On fait une flexion du tronc en penchant vers le bas. On fait une extension du tronc un peu plus loin que la verticale en arquant vers l'arrière. OK. Descend, on lâche la respiration en montant. On descend, on lâche la respiration en montant. Alors, on y va pour 10 à 15 répétitions. Super. Okay. Alors, si vous trouvez qu'il y a des ressemblances avec des positions de yoga ou des positions de danse ou d'étirement d'arts martiaux, ce n'est pas un hasard. OK. Alors ça, c'est la première partie. C'est avant de monter sur la moto et de rouler. Super. Alors bonjour, bienvenue à la première chronique littéraire, si on peut appeler ça comme ça. C'est tout simplement une façon de partager avec vous mes découvertes de lecture. Et puis, ben voilà, certains livres seront en français, certains livres seront en anglais, de différents sujets évidemment, mais tout en lien avec le motocyclisme. Alors, on commence aujourd'hui avec le premier livre dont j'avais envie de vous parler, qui s'appelle « Liberté, asphalte et légende ». C'est un livre québécois qui a été écrit par Catherine David et Charles-Édouard Carrier. Catherine David est une directrice artistique, entrepreneur, scénariste et animatrice de la série Filles de moto sur la chaîne Uni. Et Charles-Édouard Carrier est un journaliste qui a signé des textes dans la presse Le Devoir. Il a fondé OneLandMag.com en 2015, qui est une plateforme qui s'adresse à la nouvelle génération de motocyclistes. Il a participé aussi au documentaire Common Ground sur les 100 ans de la marque Harley-Davidson, avant de co-développer la série Filles de moto. Alors, ce livre-là est très intéressant. Évidemment, il touche l'histoire de la moto au Québec. J'étais pas au courant, en fait, qu'une partie de la police de Montréal se promenait en moto l'hiver en Harley-Davidson. Alors, vous allez pouvoir évidemment découvrir quelques facettes historiques dont j'ignorais l'existence. Et puis, le livre se présente lui-même de cette façon-ci. La moto au Québec n'est pas une affaire d'excès de vitesse ni de hors-la-loi. C'est une ode à la liberté, une célébration de la communauté et l'héritage d'un mode de vie sur la route. Des policiers qui patrouillent l'hiver en Harley-Davidson, un rassemblement épique à Alma, l'origine de l'expression « chaud de boucan », les bécanes made in Québec, des familles de motards légendaires, l'évolution des clubs et des rassemblements, des figures marquantes de la culture pop, l'histoire de la moto dans la belle province est riche en découvertes surprenantes. Du début du 20e siècle jusqu'à nos jours, la deux roues a joué un rôle clé dans nos déplacements, notre protection, nos loisirs, notre divertissement. Ce livre, rédigé en histoire courte, braque les projecteurs sur cet engin qui illustre l'évasion et la conquête des grands espaces. Il se lit comme un poker run où chaque anecdote est une carte de notre histoire. Donc, évidemment, ce qui est plaisant dans ce livre-là, c'est que chaque chapitre peut être lu dans l'ordre ou le désordre. Donc, on peut y retourner pour aller relire un chapitre, on peut avancer, il y a des chapitres qui semblent être plus intéressants, mais je vous garantis que vous allez finir par tous les lire. Évidemment, la préface de M. Michel Barrette est très intéressante également. Et puis, au début du livre, en fait, après les avant-propos, il y a une petite place qui s'appelle « Connaissez-vous votre histoire de la moto ?» Alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je me suis rendu compte que je la connaissais pas tant que ça. Et les réponses sont à la page suivante. Donc, effectivement, j'ai tendance à être très intéressé et curieux quand il est question, en fait, de l'histoire de certaines marques comme Harley-Davidson ou Indian et ainsi de suite. Mais l'histoire de la moto au Québec, j'ai découvert beaucoup de trucs grâce à ce livre-là. Donc, effectivement,
On parle, comme je disais, de moto d'hiver pour les policiers à Montréal, mais on parle de Can-Am aussi, on parle de marques québécoises qui ont fait un clin d'œil dans l'histoire. Alors, je vous le conseille fortement, Liberté, Asphalte et Légende. C'est les éditions de l'Homme et groupe Livre Québécois. Alors, je vous le conseille. Si j'avais à mettre un pointage, j'irais avec un 4.5 sur 5. Les images sont très belles, c'est très bien écrit et évidemment, moi, ça m'a beaucoup aidé à passer au travers le blues de l'hiver et j'y retourne de temps en temps encore. Alors, 100 ans de moto au Québec, je vous le conseille, Liberté, Asphalte et Légende. Plusieurs conducteurs se sont plaints en fait du manque de confort à moyen terme et à long terme de la selle d'origine. Évidemment, je fais partie de ceux-là qui trouvent que la selle est un peu trop mince et qu'il n'y a pas de support à l'arrière du banc. Donc, Indian, depuis peu, en fait, offre une selle de remplacement qui, effectivement, est un peu mieux rembourrée et qui offre, en fait, un meilleur support à l'arrière du bas du dos. La selle d'origine était, à mon avis, un peu plate ici et manquait de support, justement, pour le bas du dos. Et, à moyen terme, devenait très, très dur ici. Donc, c'est pas un banc fait pour faire de longue distance, évidemment. Probablement par excès de culpabilité, Indian a construit cette selle avec évidemment un meilleur rembourrage et un meilleur support ici en arrière. Ça reste, à mon avis, une selle pour des distances moyennes, mais ça, on va le découvrir cet été, en fait. À cette heure, voyons la différence de largeur et d'épaisseur. Donc, comme vous pouvez le constater, la qualité de construction est la même des deux côtés en dessous du banc. Pour ce qu'il en est, en fait, des dimensions, et ça, j'apprécie ça, je tiens à le dire, de la part de Indian, que les deux soient de même qualité. C'est une très, très bonne chose. Alors, si on utilise en centimètres ici, notre petite règle, pour vérifier la largeur, on parle d'à peu près une trentaine de centimètres de largeur ici, à la hauteur de ces trucs-là. Ici, on parle de 33,5, 34. Donc, effectivement, cette selle-là est un peu plus large, ce qui est une bonne chose. Pour ce qu'il en est de la largeur, ou plutôt de l'épaisseur à cette hauteur-là, vous voyez qu'il y a quand même une différence. Et vous voyez également que le support ici de dos est plus accentué de ce côté-là, ce qui me fait penser un peu à la philosophie de construction en fait de d'autres marques comme Corbin par exemple, que j'ai déjà eu, qui était une très bonne marque. Donc un meilleur soutien, un peu plus large ici. Au niveau de la longueur, c'est pratiquement la même. Il faut que ce soit la même chose, en fait. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus large à partir d'ici aussi. Et au niveau de l'épaisseur, on voit une différence au niveau de la hauteur du banc en soi. Donc, une meilleure découpe ici, un meilleur soutien. Évidemment, c'est un gros plus. Cette partie-là, au niveau de la qualité, comme je disais, de la qualité de construction, ça semble aussi bon que la selle d'origine. Donc, après m'avoir assis quelques minutes sur le nouveau banc, je constate qu'effectivement, il y a une pas pire amélioration au niveau du confort. L'épaisseur du coussin est définitivement des avantages. Et puis, avec un meilleur support dans le bas du dos. Donc, j'anticipe positivement, en fait, mon expérience sur ma moto. Je vais pouvoir vous confirmer ça cet été. Si ça vaut la peine,
Je pense que oui, je peux vous dire d'avance. Celui d'origine était plutôt mince. Effectivement, j'ai fait des comparatifs avec et sans. En fait, avec un et l'autre. Et puis, définitivement, le nouveau modèle Confort Plus remporte haut la main la palme du confort amélioré. Alors, j'espère que ça va vous aider à prendre une décision. Moi, je considère que ça vaut la peine. Au niveau du look, évidemment, ça change des petits trucs. Il s'agit de savoir si vous êtes capable de vivre avec le changement de look. Moi, j'ai aucun problème avec ça si ça peut améliorer mon expérience à moto. Hey, salut! On est un 6 décembre. Imaginez-vous donc, il y a eu beaucoup de neige et puis c'était très poétique tout ce blanc-là. Et il s'est mis à pleuvoir et à faire un genre de redoux. Et puis aujourd'hui, dans mon garage, il ferait presque 10 degrés. Donc, je vais en profiter pour faire une couple de petites affaires. Évidemment, une des premières choses que j'avais envie de changer sur ma moto, à part le banc, c'est l'exhaust. Donc, le système d'échappement ici, qui est chromé partout, et les pots d'échappement chromés également. Et bien, imaginez-vous donc que j'ai eu la chance de tomber sur Internet sur quelqu'un qui vendait, en fait, tout ça. L'exhaust, les deux exhausts, et puis le heat shield noir mat. Fait que à soir, dans mon garage, à 10 degrés, un 6 décembre, je m'en vais changer ça. Yes, sir! Première des choses, il faut enlever ma valise. Donc, j'ai besoin d'une clé, une 6, une clé Allen. On y va avec ça. Alors ça, c'est la version de Indian du Quick Detach. Première partie du heat shield à cette heure, toujours avec ma clé numéro 6. Plutôt facile à enlever. Bien mettre de côté les... Donc ici, il y a un collet qui tient le heat shield en place. Il faut l'enlever complètement. Voilà, avec le collet que j'ai dû détacher, que je vais transférer sur l'autre heat shield. Alors l'autre heat shield est ici et juste là. Juste ici, je ne sais pas si vous voyez. Le deuxième collet est juste là. Donc je vais tout simplement le détacher comme je viens de faire avec le premier. Donc ça c'est enlevé. Même principe. On enlève les collets. Ça non plus c'est pas Quick Detach. Donc pour enlever le heat shield dans l'avant, il faut enlever le peg. Avec une clé numéro 8. Je vais le replacer quand même. Question de ne pas stresser le fil de frein et le propriétaire. Maintenant, on enlève les exhausts eux-mêmes. On va avoir besoin d'un box 15 et d'un 10. J'ai pas le choix, il faut que j'enlève le rack qui soutient la valise. Yeah!
dire que c'est rendu straight pipe. Alors, je vais essayer de remettre au moins l'exhaust ce soir. Finalement, c'est un peu plus long que prévu, mais c'est tout le temps comme ça anyway. Donc, on vire ça de bord, à ce temps on installe. Comme c'est impossible de les inverser à cause des attaches, ben, c'est juste de les mettre en place. Et je vais l'enlever. Comme ça. Je vais mettre son collet. J'avoue que ça demande beaucoup de précision. Voilà. Première vis entrée. Bon ben, il manque pas grand chose. Tout ce qui reste à faire à cette heure, c'est de serrer les collets. Pour la partie seulement des mufflers. Alors le seul problème, c'est que j'ai aucune idée du torque. Alors j'ai pas cette information là, donc j'y vais un peu au pif. Je vous encourage définitivement à faire les démarches nécessaires pour apprendre à connaître la bonne force à appliquer pour pas briser soit des filets ou des trucs comme ça. Alors faites pas ce que je fais. Les collets à ce temps. Donc, j'ai placé l'anneau de métal ici en arrière. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de mettre ça ici. Bon, fait que là c'est fait. Il en reste juste deux. Celui-là ici. C'est fait. Bon, ça a pris quasiment 2 heures, mais il me reste à resserrer en fait le peg et puis remettre la valise. Ensuite, c'est fini. Et j'ai donc eu du fun un 6 décembre. Merci pour cette belle température-là, sérieux. Ça a été vraiment cool, c'est pas fini. Merci d'avoir écouté. Je vous laisse sur des images de l'Expo Moto de Québec, février 2023. Il y avait des belles motos. Il manquait quelques marques, comme BMW n'était pas là malheureusement. Mais c'est pas grave, c'était le fun encore là de rencontrer d'autres passionnés et de voir autant de belles motos sur un même plancher. La saison s'en vient, on a hâte. Alors, dans 1 mois, ça va être légal de rouler. Même si, présentement, j'ai mis les gels dans mon garage, on voit que va falloir être patient encore un peu. Alors, je vous laisse sur des belles images au chaud.